Je vais juste noter une évolution dans vos propositions, puisque là, vous dites maintenant, au moment de la présidentielle, vous disiez il faut aller dire à l'Europe que ça ne va pas, sinon on sort de l'euro. Et là, tout d'un coup, maintenant, c'est il faut sortir de l'euro. Donc, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a évolué pour que là, maintenant, on en soit à cette position où on se dit, mais il y a le problème aussi de change entre les monnaies qui, effectivement, aussi est une manière de spéculer, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, il y a une chose. Regardez ce qui s'est passé depuis. J'aurais peut-être dû dire plus tôt, d'ailleurs, qu'il fallait sortir de l'euro, mais ça, c'est une autre question. J'ai toujours tendance à faire le pari de ce qui peut être de bien dans ce qui existe avant de demander à ce que ça n'existe plus. Parce qu'il faut tirer le meilleur de ce qu'on peut, de ce qui existe. Le plaisir de détruire pour détruire est très nocif. Il faut détruire quand on a un projet. Et là, on a le projet des BRICS. C'est ça qui a changé. Et on a les pays européens qui ont fait chaque fois pire. Quand même, au moment des présidentielles, l'Allemagne n'était pas en recul de 0,2%, la France n'était pas à 0%, l'Espagne n'était pas en dessous, etc., etc. Tout ça, c'était pas passé. Tout ça, c'est passé. Donc, ils ont fait leur preuve qu'ils ne pouvaient pas. Alors, pourquoi sortir de l'euro et de l'Union européenne? Parce qu'il y a un article dans l'Union européenne qui permet d'en sortir, qui est l'article 50. Dans l'euro, il n'y a rien de semblable. Donc, si on sort de l'Union européenne, automatiquement, on sort de l'euro. Mais il faudrait présenter aux autres l'idée que je suis content de voir finalement un Chevènement partage avec moi. Même Christine Boutin l'avait dit à un moment donné. Il y a un certain nombre d'économistes, comme Sapir ou comme d'autres, c'est pas le seul d'ailleurs. Il y a aussi à un certain moment Coutreau qui avait dit il faut sortir de l'euro, mais en proposant de garder une monnaie commune et des monnaies nationales à l'intérieur de nos frontières. Et cette monnaie commune, évidemment, le rapport entre les monnaies nationales et cette monnaie commune variera. Et il y aura une variante qui nous permettra à certains d'avoir un niveau plus élevé, à d'autres moins élevé. Et ça, c'est une discussion entre nous. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité pratiquement de discussion en Europe, sinon quand on a le couteau sur la gorge, et à ce moment-là, comme une dame patronesse, on fait des petits cadeaux à celui qui a le couteau sur la gorge, et ça ne sert à rien parce que les banques avalent tout au passage. Donc voilà la question. Maintenant, il y a une autre, c'est l'Ukraine. Depuis, il existe l'Ukraine. Et on a bien vu que l'OTAN et l'Union européenne sont une seule et même chose. Sur 28 pays membres de l'Union européenne, 22 appartiennent à l'OTAN. Les pays qui appartiennent à l'OTAN, article 5, se doivent soutien mutuel. Et évidemment, on dit bien, ceux qui sont dehors de l'OTAN, au sein de l'Union européenne, ils gardent leur indépendance, mais ils doivent admettre qu'on a un partenariat stratégique avec l'OTAN. Donc disent qu'ils sont indépendants, c'est pas vrai. Donc on a un lien entre l'OTAN et l'Union européenne. D'ailleurs, très honnêtement, François Hollande, le président de la République, l'a reconnu dans sa déclaration commune avec Obama, en écrivant qu'il revenait des États-Unis, que jamais les relations de la France et les États-Unis n'ont été si bonnes, et que, en ce qui concerne l'Union européenne et l'OTAN, jamais elles n'ont été aussi proches, et les choses aussi vont très bien de ce côté-là. Alors, je ne crois pas qu'Hollande dirait la même chose aujourd'hui, même Hollande. Je ne crois pas que les militaires français diraient la même chose aujourd'hui. Mais il y a un manque d'esprit décisif. Je connais un des principaux et des plus intelligents militaires français qui m'a dit « Mais l'OTAN, ça ne vaut pas la peine d'en sortir. De toute façon, c'est un machin. Donc restons-y, ramassons tout l'argent qu'on peut et ne faisons rien pour elle. » Ce n'est pas des raisonnements qui peuvent organiser une population, un peuple. Et c'est comme ça que pensent beaucoup de gens. Ceux qui sont allés dans l'OTAN, les militaires qui sont allés dans l'OTAN et qui sont pour l'OTAN, ils sont très contents, ils ont eu des places, des honneurs, de l'argent. Voilà. Donc voilà ce qui... non seulement les conditions ont changé en s'aggravant, mais elles ont créé une situation où, même pour un pays, sortir de l'euro, de l'OTAN et de l'Union européenne est moins dangereux que de rester à l'intérieur de l'euro, de l'OTAN et de l'Union européenne. Ça, c'est ce qu'on doit juger. Il y a un aspect qui est un aspect de jugement profond, de direction que prend un système. Après, il y a un deuxième aspect qui est la stratégie. Il y a un dernier aspect qui est la tactique. Et là, sous ces trois éclairages, on ne peut pas. Alors, ça ne veut pas dire le repli national de Marine Le Pen, hein.
ça veut dire qu'on s'adresse aux autres pays, on dit on doit refonder, refondons, vite. Et s'il y a un temps pour refonder, si les pays sont prêts à refonder, ils doivent le faire. Mais on ne peut plus rester dans un système qui est devenu de plus en plus atlantiste. Même Jacques Delors dit « je ne reconnais plus mon euro, je ne reconnais plus mon Union européenne ». Alors, pour celui qui dit ça, quand même, c'est qu'on a dérapé, sérieusement. Et qu'on n'a pas été comme ces pilotes suédois qui savent conduire très bien sur la glace. Oui. Bonsoir. Alors, je voulais savoir comment est-ce que vous comptez faire pour remodeler l'éducation nationale dans la transition. Comment faire pour justement créer ces générations, comment reformer tous les professeurs, tout le milieu pédagogique en fait. Parce qu'aujourd'hui les enfants sont exposés, comme vous avez dit, à une violence, à une cruauté dans le quotidien, que ce soit physique ou même de ce qu'on leur donne en pâture de divertissement ou télévisuel ou autre. Enfin, surtout télévisuel en fait. Les références aujourd'hui sont vraiment très très pauvres quoi, et vulgaires. Donc comment faire tout ça D'abord, moi, mon attention a été éveillée sur la situation de l'école quand une amie m'a expliqué, enseignante, que dans la cour de récréation, c'était il y a 20 ans, on pratiquait le petit pont massacreur. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Il y en a qui savent? C'est-à-dire que si vous avez les jambes ouvertes et que vous faites passer quelque chose entre les jambes, ça peut être un ballon, ça peut être un citron, ça peut être une boule, vous avez le droit de cogner sur la personne qui a laissé passer entre ses jambes, sur la garçon ou fille. Donc tout le monde se réunit et tape en s'amusant sur celui qui a laissé passer l'engin entre ses jambes. Donc ça, c'était ça. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça se pratique encore aujourd'hui, mais c'était le genre de jeu. Et ce genre de jeu ne viennent inspirer que d'un certain milieu qui est défini par la télévision, qui est défini par les jeux vidéo, qui est défini par tout ça. Donc on ne peut pas traiter le problème d'éducation comme seulement un problème en soi. C'est un problème général de société. Et les gens de Pisa, à ma grande surprise, ont dit des choses qui ne sont pas idiotes. Ils disent, regardez à Shanghai. À Shanghai, une classe de 40 personnes ne pose pas de problème. En Finlande non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un respect de la connaissance et de l'enseignement, comme on avait en France. Moi, j'étais dans les classes, en préparation d'HEC, vous ne direz pas que c'est la chose la plus extraordinairement représentative, mais on était 65. Et ça se passait très bien. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne vaut pas mieux d'être 20 ou 25. C'est le chiffre idéal pour moi. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait ce respect de l'enseignant que l'enseignant doit acquérir. Alors, en Chine, on envoie l'enseignant d'un certain âge pour qu'après il soit dans les écoles les plus haut niveau. On l'envoie dans les endroits les plus difficiles. On n'envoie pas les jeunes à la casse comme on fait en France, où personne ne veut aller dans les classes difficiles. En Chine, c'est les gens qui ont déjà une formation. Puis il y a une formation qui est assurée de l'enseignant, dans sa capacité d'enseigner. Il n'y a pas la contradiction qu'il y a en France entre l'enseignement du savoir et la manière dont on enseigne. C'est-à-dire qu'on développe chez l'enseignant en Chine, ça paraît bizarre que ce soit en Chine qu'on dépeint comme autocrate, un pays de cette nature, un certain aspect ludique dans l'enseignement. Au Japon aussi. Au Japon, on apprend en classe la danse, la poésie, la musique et la peinture, le dessin. Donc il y a toute une série de choses qui en France sont hors programme et qui sont centrées sur un enseignement de type mathématique et de type d'apprendre des formules. Et ça, il faut en sortir. C'est aussi une autre condition. Plus, évidemment, probablement, il faut créer les conditions où on puisse davantage faire l'amalgame, ce que Carnot avait fait dans les armées de la République pour vaincre l'Europe coalisée, faire l'amalgame, lui il a fait l'amalgame entre différentes régions et différents niveaux sociaux, il faudrait le faire aussi à l'école, c'est-à-dire avoir des enfants de différents milieux sociaux qui soient là. Plus, dans le ludique, leur apprendre tout ce qui relève d'une histoire. Alors ça devient très intéressant si on pense à l'espace, à la préhistoire. J'ai eu un entretien très intéressant avec Michel Laure-Blanchet, qui est un des grands préhistoriens français, et il m'a dit « Mais moi, j'ai adoré ce que vous avez écrit sur la préhistoire, parce que vous pensez qu'il y a un rapport entre la préhistoire et l'espace, et c'est vrai. C'est-à-dire, dans un cas, c'est l'homme qui développe, qui connaît, qui comprend
dans les conditions d'une société de chasseurs-cueilleurs. Dans l'autre, c'est l'homme dans une société urbaine qui va aller plus loin d'où il est. Et à la préhistoire, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, bon ça c'est récent, mais c'est quand même un bel exemple, des silex produits au Grand Pressigny, soit des burins, soit des hachettes, soit on les retrouve en Suisse, on les retrouve au nord de l'Allemagne, on les trouve un peu partout. Donc ça circulait. Et l'espace aujourd'hui représente la même chose. Ça représente cette capacité de circulation, évidemment dans d'autres conditions, d'une autre manière. Donc si l'enfant est dans tout ça, s'il est soumis dans une éducation où il y a de la transformation, où il y a du respect, où on ne se moque pas de lui s'il fait mal, mais on est sévère en même temps s'il sabote. Donc s'il y a tout cet environnement, à ce moment-là, on a une autre forme d'éducation. Mais ça suppose que ce soit moins basé sur les mathématiques et plus, à mon sens, sur la physique-chimie et sur les arts. Et alors à ce moment-là, oui, on aura quelque chose de plus intéressant qui se dessinera dans l'enseignement. Mais ça peut se faire qu'avec une société, qu'avec, disons, une société qui ne soit plus la société, je dirais, allez, du footballeur, du trader et du banquier, mais une société de l'enseignant, je dirais, de l'infirmier ou de l'infirmière, du docteur, et du véritable chef d'entreprise. C'est-à-dire, vous prenez les sociétés du CAC 40, ce n'est pas des chefs d'entreprise au sens où je l'entends, pour la plupart, 90%. Ce sont des gens qui sont des financiers adaptés à la direction d'une entreprise dans les conditions financières d'une économie mondialisée. C'est très différent. Pour faire Ah ben ça, c'est la question politique, hein, c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui. Et vous devez inspirer les gens autour de vous, vous battre et accepter parfois d'être moqué, d'être insulté, d'être vu comme différent, d'être vu comme un mouton noir ou un corbeau, ou je ne sais pas quel autre oiseau. Ou un dingo. Les corbeaux, là, les corbeaux de Game of Thrones. Si vous voyez Game of Thrones, c'est horrible. Je ne sais pas si vous avez vu Game of Thrones, certains d'entre vous, dont tout le monde parle. C'est la grande série, hein. C'est dégueulasse. Les salopards. Et les salopards de famille, parce que c'est les guerres de famille. C'est réduit à des familles qui se battent entre elles pour le pouvoir. Et qui se font toutes les crasses que vous pouvez imaginer, physiques, morales et autres. Donc, si vous voyez un monde où ce genre de série, c'est la série à succès, la Reine d'Angleterre, moi j'ai adoré ça, la Reine d'Angleterre en train de visiter là où se fait Game of Thrones. Alors, où c'est très intéressant, en Ulster, dans le nord de l'Irlande. Très caractéristique. On voit la graine avec le prince Philippe arriver. La reine, avec sa démarche, hein, pour son âge, elle se tient bien. On doit être bien soigné. Il n'y a pas son petit chien derrière, mais il y a le prince Philippe. Et le prince Philippe, lui, voit les armes en plastique et il est fasciné. Il les prend, lui. Vous voyez cette espèce de vieux gâteux qui est en train de jouer avec ça. Et vous vous dites, mais quand même, c'est là qu'il y a une forme sociale. Ce Game of Thrones, la reine d'Angleterre est assez intelligente, elle lui propose de s'asseoir sur le trône de fer, elle refuse. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc c'est drôle. Et si vous voyez l'histoire de ce point de vue, vous montrez aux enfants, vous les faites rigoler sur ça, mais vous avez en partie gagné. Et si vous faites toute une société où vous vous moquez des gens en place, mais il faut se moquer des gens en place, ce sont des idiots. J'ai des amis qui sont dans la salle et d'autres qui ne sont pas dans la salle, qui le savent très bien. Moi j'ai vu un des, disons, allez, c'est un des commentateurs que je connais depuis très longtemps, de la scène financière, qui m'a dit, mais alors, on a parlé de ce que j'ai parlé ce soir hein, avec Christine Boutin, mais alors elle comprenait, mais rien à rien. Et après, j'ai eu Christine Lagarde, elle comprenait à peine plus. Ce sont des gens, ils ne sont pas seulement dans un pouvoir, mais ils sont dans un pouvoir administratif dans lequel, disons, ils ne se sont jamais remis en cause. Et leur succès a été dû que s'étant jamais remis en cause, ils n'ont jamais remis en cause le système dans lequel ils sont. Ah, il y a un monsieur là qui a demandé, excusez, et après vous. Alors on va prendre encore une question dans la salle, après il y a des questions qui sont sur Internet, donc on prendra une question sur Internet. Ex-aequo. Voilà, ex-aequo. Voilà. Bonsoir monsieur et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, ma question était qu'au cours de votre enseignement, vous avez fait cas du Congo, à savoir que les fonds vautours ont pillé le Congo et sans en retour à quelque chose pour le Congo.
Mais moi, personnellement, ça me pose un problème de conscience, en ce sens que ce soit au Congo ou au Tchad, en Afrique centrale, dans sa grande majorité, en fait, depuis comment on appelle, la vague de démocratisation qui a secoué l'Afrique, et que donc il faut instaurer le multipartisme et puis l'alternance politique. Là, on voit que quelque chose qui est catastrophique quelque part, parce que le même dirigeant qui ont pris le pouvoir vers les années 70, parce que c'était l'ancien président français, à savoir François Mitterrand, qui avait tenu un sommet à La Baule, et que, au vu des changements de la politique internationale, de la donne internationale, donc il a demandé à ce que la démocratie soit imposée et que le parti unique soit dissous pour créer le multipartisme. Sauf que quelques militaires, donc je n'ose même pas les appeler militaires parce que pour moi, bon, ils ne tiennent pas le rôle ou les services d'un soldat ou d'un militaire dignement, qu'on peut l'appeler avec dignité. Puisqu'ils ont usurpé le pouvoir, ils ont profité, ils ont sauté sur l'occasion pour prendre le pouvoir et ils se sont intronisés de façon définitive. Tel le cas du Tchad. Idriss Déby, il s'est engagé auprès de la Cour suprême du Tchad en août 1996 pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, jusqu'en 2006. Donc, ces droits sont inspirés du point de vue institutionnel, démocratique et tout. Mais il est là, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il est là au pouvoir. Y compris celui du Congo. Moi, ça me pose un problème de conscience. Dès lors que le Congo, ce n'est pas une monarchie, c'est une république. Donc comment se fait-il que si Kabila perd, il arrive à disparaître dans les circonstances qu'on ne souhaitait pas vraiment, mais il a disparu. Donc comment se fait-il que son fils revient au pouvoir et que la communauté internationale, dans son ensemble, faisait comme rien ne s'était passé, et c'est le cheminement logique de la politique. Il faut remplacer le père par le fils, ainsi de suite, ou celui qui a pris le pouvoir s'intronise de façon définitive. Donc au regard de ceci, quel est vraiment le regard de votre parti et quel soutien vous apportez pour qu'il y ait ces changements? Parce que nous sommes pour les changements. On veut qu'il arrive ces changements. Parce qu'on en a marre de voir toujours les mêmes personnes, et même les États-Unis. Parce que chaque année, au niveau des Nations Unies, il y a la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Même l'Amérique, qui est une puissance mondiale, comment se fait-il que, durant une vingtaine d'années, elle regarde la même personne qui se présente là-bas aux conférences des Nations Unies, qui, soi-disant, prétendent représenter le peuple ou la population de ces pays durant 24 ans, alors que c'est l'alternance politique et qu'ils ne disent rien. C'est ça qui m'étonne un peu, et je vous remercie d'avance. Alors, d'abord la démocratie. Il faut distinguer deux démocraties. La démocratie en fumage, qui est pour les apparences, et la démocratie conscience, qui est la recherche de la vérité et de la justice. Ce sont deux choses très différentes, opposées même. Vous voyez Mitterrand ayant dit qu'il fallait la démocratie. Je crois que si on demandait au cadavre de Thomas Sankara de témoigner, il vous dirait que la démocratie était relativement réduite dans son pays et que Blaise Compaoré est toujours là. Donc c'est quand même une hypocrisie totale, cette soi-disant question de démocratie. Et Sankara l'avait dit très clairement. Il avait dit, si d'autres pays africains ne se battent pas contre la dette illégitime qui pèse sur nous, je ne sais pas si je serai présent à la prochaine conférence. Ils l'ont tué 3 mois plus tard. Donc il y a une question fondamentale qui n'est pas réglée, qui est la question financière, la question de la dette est illégitime, l'est-elle pas, et la question de comment les pays africains ont été et sont tenus. La France a une responsabilité particulière avec ce qui a fait Foccart et ses successeurs. Donc il faut revenir et repasser à une véritable démocratie conscience qui est à la fois une responsabilité des Africains, mais c'est très difficile pour eux, à l'intérieur de l'Afrique, de changer les choses. Donc la responsabilité de la diaspora est très grande, c'est déjà ce que disait
un Cheikh Anta Diop, par exemple, il y a une responsabilité de la diaspora et de la diaspora vis-à-vis des dirigeants africains et vis-à-vis de l'ensemble des pays africains. Nous aurons ici les dirigeants du mouvement panafricain qui viendront parler à nos jeunes et discuter avec eux, disputer avec eux pour voir... mais eux ont une idée, ils disent c'est très difficile parce qu'on ne peut communiquer qu'avec des organisations syndicales agricoles en Afrique ou de pouvoirs locaux. Et c'est très difficile de lier ce local à l'international et au monde. Et ils voient avec un certain intérêt ce que nous, on essaye de faire, et avec les BRICS, et avec tous ces pays-là, au niveau international. Alors, vous me direz, la politique de la Chine en Afrique n'est pas brillante. Elle n'est pas brillante, ils construisent des stades comme tout le monde, ou des casernes militaires, mais il y a tout de même un potentiel qui est à jouer, pas par rapport à la vision de la Chine et des Africains qui sont en Chine, mais par rapport à la vision que la Chine a du monde et les mettre devant leurs responsabilités. Là, on peut. Tandis que vis-à-vis de l'Europe, en quoi on peut les mettre devant leurs responsabilités? J'étais à Niamey, par exemple, et je disais, il faut envoyer des livres pour que les gens aient de quoi lire. Et, vous savez ce qui arrive à Niamey? Tous les surplus des éditeurs qui ont trop de livres en France, ce qui n'a rien à voir avec l'histoire du Niger, rien à voir avec l'histoire de l'Afrique, et qu'on bombarde là parce que c'est écrit en français. C'est scandaleux. Donc il faut cette politique, moi j'avais dit, il faudrait un ministère à la fois de la coopération, du développement mutuel et de l'immigration et migration, voyons bien les deux choses, de façon à ce qu'il y ait une politique là aussi qui substitue à ce système financier et ce néocolonialisme financier qui parfois, c'est à cause de l'histoire qui continuait, a été encore pire que le colonialisme direct. C'est peu dire, hein, c'est quand même fantastique de le dire. Et de revenir à une conception des Africains comme Nkrumah, comme Lumumba, comme Cheikh Anta Diop, qui avait, ou Sankara, qui avait une autre conception des choses, et faire connaître un peu partout en Afrique ce qu'ils ont fait, leur exemple, et d'avoir une diaspora qui mette une pression énorme sur les dirigeants français. Or, qu'ai-je vu? J'ai vu cette femme, je ne veux pas mentionner son nom, à une réunion où j'avais été aussi invité, où il y avait 1300 personnes, et c'était les Africains français. Et bon, très bien. Et à la fin, il s'est avéré que Mme Guigou était là, et que c'est toute une opération pour soutenir la candidature présidentielle de François Hollande. Donc, bon. Vis-à-vis de la foule, certains me connaissaient, moi, ils m'ont quand même présenté, on a parmi nous aussi Jacques Chaminade, et j'étais très applaudi, donc les gens me connaissent. Mais ils pensent que je n'ai pas de pouvoir et que je ne peux pas leur apporter beaucoup, donc ils essayaient de se mettre avec François Hollande, qui peut-être allait leur donner des avantages. Ils ont vu ce qui leur est tombé dessus. Alors je ne dirais pas bien fait pour eux, parce que je ne dirais jamais ça des faibles, mais il faut faire autre chose, et il ne faut plus chercher une politique où on essaye de se mettre en accord avec le pouvoir à un moment donné dans ces pays occidentaux, mais où on a à dire haut et ferme un certain nombre de choses et où on le fait connaître et comprendre à la fois dans sa propre communauté, les partis politiques, et surtout pas dans la communauté internationale, qui est une chose qui n'existe absolument pas. Le mot communauté internationale, c'est une escroquerie propagée par ceux qui veulent faire croire qu'il y a une conscience universelle. Aujourd'hui, il n'y en a pas. La conscience universelle, c'est la conscience d'un banquier qui vole tout le monde, même son voisin banquier. Hein, c'est vous? Je ne sais pas, vous êtes ici, c'est vous? C'est des gens qui sont en France, des gens qui sont en Allemagne, des gens qui sont aux États-Unis. La nationalité américaine ou la nationalité belge, alors on ne sait pas qu'est-ce qu'il est, qui est-il au juste. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pour moi, tous les êtres humains sont pareils. Donc, quand ils sont sur un sol ou un territoire... Pardon? Et partout, il se considère plus, il est plus sur le sol africain. Je vous regarde yeux dans les yeux. Qui vous croyez que je suis? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qui vous croyez que je suis? Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez qui je suis? Je suis un double national. Quelqu'un que Marine Le Pen expulserait du jeu politique français. Non, mais je rigole pas, ça me fait pas rire, ces choses-là. Parce que les Français sont un élément de racisme qu'ils doivent arracher d'eux-mêmes. Si.
Je le sais mieux. Vous savez, le Canard enchaîné, ce qu'il a écrit quand j'étais candidat? Oh non, pas du tout. Il a écrit Jacques-alias Santiago Cheminade. Ça, c'est un réflexe raciste. Si vous ne voyez pas le réflexe raciste dans ça, il y a un problème avec vous. Excusez-moi de vous le dire. Donc, moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Je peux vous le dire. Donc, il n'y a pas à voir si on est ci ou si on est ça. Il y a à se battre ensemble pour la justice. J'ai fait ma petite scène pour vous le faire comprendre. S'il vous plaît. S'il peut prendre la nationalité de tout le monde et que le problème soit réglé, on n'en sera pas là et on en sera enchanté. Mais seulement ils prennent la nationalité d'un pays et que dans l'autre rive, le problème n'est pas réglé. C'est ça le problème. Non, bien sûr. Il faut mouiller l'huile de coude et la chemise. Les péronistes disaient qu'ils étaient pour les sans-chemise. Moi, je dis non, il faut avoir sa chemise et transpirer dedans. Il faudrait que je pense aussi que la diaspora fasse de la politique comme Cheminade l'a proposé, c'est-à-dire à éduquer les gens sur le futur de l'Afrique, les projets, et que la diaspora arrête de se battre pour manipuler les États ici, pour prendre le pouvoir là-bas. Ce serait déjà un bon point de vue aussi, je pense. C'est le projet Lac-Tchad qu'on a présenté. Ouais. Il y en a un autre, c'est le Bokeh ou Bangui Chari Tchad. Mais tous ces projets de développement, mais enthousiasment la population africaine. Moi, quand j'en ai parlé à l'université à Niamey ou quand j'en parlais dans la rue, les gens étaient enthousiasmés. Et puis, les autorités françaises ont décidé que ma présence au Niger n'était pas particulièrement souhaitable. Et puis voilà, les gens qui m'avaient invité au Niger ont pris peur, ce qui est normal, hein, je les comprends. Donc voilà, je n'ai plus jamais été invité au Niger. Ça arrive très souvent, ça m'arrive en France aussi. Hein. Une personne dit « Ah, mais comme c'est intéressant ce que vous avez à dire. Ah, on se revoit à tel moment, puis on téléphone. Ah non, ils ne sont pas là. Ils ne veulent pas. » Donc, il faut avoir un peu de courage. C'est là ce que disait Jaurès. C'est pour ça que j'ai mentionné les textes de Jaurès. Le courage, c'est de faire face à quelqu'un et lui dire la vérité, les yeux dans les yeux. Ça n'existe pas beaucoup parce qu'on a peur du conflit aujourd'hui en France. On n'aime pas le conflit, on essaye de l'éviter. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas lié à un travail productif. Si vous êtes lié à un travail productif, vous avez un conflit. Si vous êtes dans l'informatique ou hélas, caissier d'un supermarché ou si vous êtes dans le service, dans un hôtel, ou si vous êtes dans les services, vous avez beaucoup moins, parce que vous dépendez de l'humeur de celui qui vous contrôle, vous avez beaucoup moins le sens du conflit de quelqu'un qui a une qualification dans une industrie ou une qualification dans un secteur social et dont le patron dépend de cette qualification. Ça, c'est essentiel à comprendre. On va prendre une autre question deux questions rapides, parce qu'après... Oui. Donc bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur la Chine. Hein. Voilà, c'est sur le plan les droits humains en Chine ne sont pas du tout respectés, comme dans beaucoup de pays et notamment en France aussi. Et vous disiez la Chine avance. Certes, je suis d'accord, mais avec quelles conditions? Parce qu'on sait que les conditions de travail en Chine sont catastrophiques. Et voilà, on voit bien dans les usines, il y a énormément de suicides. Ils travaillent très dur. Donc pour moi, c'est problématique. Donc les droits humains ne sont pas respectés d'une part. Puis vous parliez aussi de la scolarité des enfants chinois. Je ne sais pas si vous avez vu un documentaire extraordinaire qui s'appelle Les 4 sœurs du Yunnan et qui montre quand même une vie urbaine, une vie dans les montagnes, pardon, qui est extrêmement difficile. Ils sont coupés de tout. Ils vivent dans une misère extrême. Et l'accès à l'école, c'est une école très... vraiment dans des conditions assez lamentables. Donc voilà, moi, j'aurais besoin... Alors, je vous dirais une chose pour commencer. Il y a une très grande pauvreté au Japon et au Bhoutan, et vous n'entendrez jamais parler. Jamais. Le Bhoutan, c'est le pays du bonheur. C'est un pays d'exploitation féodale terrible. Ou au Tibet. Les régimes des lamas n'étaient pas extraordinaires. Les Chinois de Han qu'on y met non plus. Mais il faut bien voir les choses dans leur contexte et par rapport au potentiel qui existe ou qui n'existe pas. Alors, il se trouve que les droits humains dans le monde ne sont respectés nulle part, avec plus ou moins des méthodes plus ou moins violentes, et qu'il faut se battre pour ces droits humains. Mais ça n'exclut pas de dire qu'il y a une chance, une dynamique générale. Il y a au Brésil aussi, on vous dira c'est la corruption. Nilma Rousseff vient d'être prise dans un réseau de corruption abominable. Moi, j'ai vécu dans l'Argentine péroniste, je veux dire, la corruption, ça y était. Hein. Kirchner est corrompu. Je préfère un dirigeant corrompu qui défend le peuple et l'intérêt de son pays et un certain développement qu'un dirigeant
disons, soi-disant honnête et qui défend les grandes banques et qui sait très bien parler en costume 3 pièces ou en robe traditionnelle locale. Donc, moi, je juge au résultat. Et vous pouvez dire, hein, dans ce cas-là, la Chine, la Russie, pour moi, l'Argentine, c'est pas l'idéal. Mais c'est une dynamique qui se produit. Et il faut bien voir la différence entre leur dynamique et notre dynamique. Qu'est-ce qui a créé dans le monde l'état dans lequel nous nous trouvons? C'est quand même les pays qui détenaient le pouvoir. Et les pays qui détenaient le pouvoir, c'est les États-Unis et l'Europe. Et ces pays, donc, qui sont principalement responsables. Et si vous regardez la situation qu'il pouvait y avoir en 1900... C'est pour ça que le film de Youssef Chahine sur le barrage d'Assouan est très intéressant. Vous pouvez voir qu'il y avait une très mauvaise situation, comme il y en a en Chine, comme il y en a ailleurs, mais qu'il y a une espérance, une possibilité d'amélioration, et qu'on pense à cette possibilité d'amélioration. Ici, en France, on est dans un pays où 75% des gens pensent que leurs enfants et petits-enfants vivront moins bien qu'eux. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça, c'est cette capacité de transformation. En Chine, il y a un tas de problèmes. Il y a le problème des crédits et des créances douteuses. Il y a le problème de l'immobilier. On peut en citer beaucoup. Mais il y a une idée de transformation et d'avenir. Cette idée de transformation et d'avenir, on ne la trouve pas. Et si on la trouvait chez nous et que nous l'avions, alors oui, on pourrait donner des leçons. Mais là, qui est-on pour donner des leçons? Voilà la question que je pose. Ce ne sont pas des leçons, ce sont des interrogations. Non, mais votre réponse ne me satisfait pas, parce que je suis consciente qu'en France aussi, les droits humains ne sont pas toujours respectés. Mais là, quand même, on ne peut pas faire fi de à quel prix la Chine avance. Hein. C'est quand même le peuple qui souffre hein, au quotidien. Ils sont surexploités, quoi. Donc, moi, j'ai vu, écoutez, à l'époque maoïste où tous les gens célébraient le régime chinois. Et à ce moment-là, il se trouve que j'ai lu Révocu dans la Chine Pop, je m'excuse, ça s'appelait comme ça, et Les habits neufs du président Mao de Simon Leys. Et avant tout le monde, je disais, mais la Chine de Mao, c'est pas ce qu'on dit. Mais je comprends que le général de Gaulle l'ait reconnu en 1900, le premier, parce que c'est un État qui existe et on ne peut pas, dans un système, on peut s'interroger, on peut réfléchir, mais c'est un système dans lequel vous voyez entre pays un respect de la souveraineté nationale. Alors vous pouvez intervenir par des moyens, disons, qui sont d'apporter plus à ce pays et d'y créer des ferments de changement et de développement qu'il y a eu en Chine. Hein. Tous les gens qui sont allés à Shanghai il y a 30 ans et à Shanghai aujourd'hui, ou même à Lanzhou, ou même dans le Henan, ou même à Chongqing, savent qu'il y a eu un très grand changement. Alors, c'est pas la perfection, hein, ça je peux vous l'assurer, mais il y a eu un très grand changement. Et c'est ce changement qu'il faut mesurer, et pas, il ne faut pas être photographe, c'est très mauvais. Les Occidentaux sont des photographes. Ils photographient la situation à un moment donné, dans le présent. Il faut faire un film et voir la dynamique et de voir comment ça se passe et comment ça se développe. Oui, oui, bien sûr, et ils sont peut-être utiles. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous, pour changer la situation en Chine? qu'est-ce que je propose, moi? Oui. D'en parler, justement, de dénoncer. Oui, ça ne sert à rien. Vous pouvez en parler tant que vous voulez, on a dénoncé la situation en Afrique, il faut faire des choses, il faut accomplir des choses. Et si vous n'accomplissez pas, pourquoi est-ce qu'il y a un problème en Chine? En partie. C'est parce qu'ils n'ont plus développé qu'avec des oligarques, comme en Ukraine ou en Russie. Ces oligarques, avec quoi ils sont connectés, vous croyez? Avec la bourse de New York et la bourse de Londres. Voilà la vérité. Et c'est eux qui sont devenus des milliardaires. Et le système chinois, il les tolère parce que... ils savent que dans un certain moment, il fallait le faire. Ils essayent de faire une lutte contre la corruption et les limiter parce qu'il y a une corruption qui règne. Mais c'est le fondement des choses, c'est un système dans lequel il y a une... Comment appeler ça? C'est pas telle ou telle violation de tel ou tel droit qui a son importance si on est sur place et si on est au local. Hein. Mais c'est pas ça qui compte fondamentalement. Ce qui compte, c'est les conditions dans lesquelles ces choses sont faites. Regardez, prendre l'Égypte, hein, c'est encore pire. Vous avez Sisi,
qui a liquidé à peu près 1 millier de frères musulmans. Ce n'est pas des méthodes très honorables. Mais ces frères musulmans auraient été, dont le prise de pouvoir a été arrangée par Hillary Clinton, John McCain et quelques Français que je nommerai pas, étaient un problème terrible pour toute la région. Bon. Alors, comment vous posez la question? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux avec des méthodes plus agréables dans un pays comme l'Égypte? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de réponse. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a un plan pour l'avenir, qu'il est intéressant, et que la façon d'assurer, probablement en Égypte, parce qu'il y a un lien entre la science, la politique et la démocratie, la vraie, c'est d'assurer un certain développement de l'Égypte pour qu'il sorte de la politique, de l'État dans lequel il s'est trouvé. Donc, je donne beaucoup d'importance à une forme de développement économique pourvu que ce développement soit progressivement partagé. Voilà. Et ça, c'est une inclination, c'est une direction. Si vous condamnez simplement les choses qui sont injustes, autant devenir une fémène. Hein. Ils le font. On va prendre la... Ouais, il y a des causes de fémènes que je partage. Hein. Ce qu'elles font, non. Quoi? Vous ne voulez pas voir où est l'ennemi. Vous êtes dans le confort. Vous êtes dans le confort. Non, si. Vous savez, vous connaissez pas les gens, je veux dire. Si, je connais votre façon de vous exprimer. Non, vous accusez la mienne, je peux bien accuser la vôtre. Vous parlez de l'économie, mais vous parlez pas de l'humain, en fait. Moi, je mets l'humain. L'humain. Mais bien sûr, monsieur. Humain, trop humain, Nietzsche. Donc, essayez de réfléchir. Pourquoi un auteur comme Nietzsche, par exemple, a la réputation qu'il a? Non, mais tout se tient dans ce pays occidental. Tout se tient. Est-ce que vous voyez la façon dont se comportent les Français aujourd'hui et la façon dont ils se comportaient il y a 30 ans? Il y a un changement. Il est terrible, là aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a ce cynisme vis-à-vis des autres pays. Prenez un cas. Par exemple, prenez Cuba. Moi, j'étais en désaccord à un moment donné, avec tout ce qui était fait, le régime castriste, la poursuite des homosexuels et tout ce qui fait les violations des droits de l'homme. Bon, maintenant, il y a un petit mouvement dans un autre sens, qui n'est pas particulièrement encouragé par les États-Unis, qui est encouragé par un terrain de développement qui est en train de se mettre en place, quelque part. Bon. Je le constate, et je vois une chance. Sans ça, moi j'ai vu, j'en ai eu jusque-là des donneurs de leçons du Parti socialiste, du Parti communiste, de la droite et tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça que je me mets dans cet état. Je ne peux pas les supporter. Je ne peux pas supporter la parole sans substance. On va prendre une question suivante. Je suis déterminé à la combattre. Voilà. Prochaine question. Alors, de ce point de vue, vous pouvez dire que je ne suis pas démocrate. Je suis pour la démocratie de la vérité, mais pas pour le droit, le ministère de la parole. Sur les questions. Même s'il y a des questions vraies. Quelqu'un qui défendra les droits de l'homme en Chine, oui, bien sûr. Mais pas en faire la base complète de son analyse d'une situation. C'est comme si vous jugiez que la France ne fera jamais rien de bon parce qu'Hollande est président, par exemple. Ou parce que Sarkozy est l'opposant. Si je réduisais la France à ce qu'ont fait Hollande et Sarkozy et à la dérive des droits sociaux, à la politique, disons, de répression que l'un et l'autre pratiquent, ou ont pratiqué de façon plus hypocrite, bien sûr, qu'en Chine ou qu'ailleurs. Mais je jugerais très mal la France. Pour moi, la France, c'est pas ça. C'est une certaine idée qui se développe dans l'histoire et dans le temps. Et c'est terrible parce que ça fait partie du rapport social. Oui ? Oui, une dernière question. Là. Pour revenir à un plan économique plutôt, je ne connais plus le nom de cet économiste français, mais qui dit quand même incroyable en France, dans le discours politique, les politiques parlent de croissance dans tous leurs discours. La croissance, ils l'appellent tous de leur vœu, comme s'ils attendaient le Messie en fait. Mais on voit bien que la croissance, elle ne revient pas. Donc cet économiste disait, c'est quand même incroyable qu'en France, aucun économiste ne travaille sur un schéma où il y aurait une croissance zéro. Alors, vous parlez... Pardon. Alors,
Piketty, je ne sais pas, en tout cas, celui auquel je pense, c'est pas lui. Olivier quelque chose. C'est pas Olivier Delamarche, mais c'en est un autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Vous parlez de force créatrice, donc peut-être qu'on pourrait aussi collectivement se poser la question comment on peut vivre autrement, avec une croissance zéro, pas forcément de décroissance, on ne va pas de décroissance, mais en tout cas avec une croissance zéro. Qu'est-ce que ça impliquerait sur notre façon de vivre au quotidien, notre façon de produire différemment, de consommer différemment? Voilà, je voulais avoir votre avis sur ça. Je vous dirais, ce qui me fait rire, c'est d'avoir tous ces gens qui parlaient de croissance zéro et qui ont une vie beaucoup moins sobre que la mienne, qui ne suis pas un partisan de la croissance zéro. Parce que la croissance zéro repose sur une confusion totale. Aujourd'hui, on est en état de croissance zéro, et même de croissance négative, parce qu'on confond la croissance financière et la croissance physique. Alors, il y a une croissance financière, mais qui est parasite, qui est tout à fait une apparence de la réalité. On a de la monnaie qu'on imprime, on s'enrichit, on a une croissance financière, mais en fait, les capacités globales de la population, elles diminuent et s'appauvrissent. Donc, vous n'avez pas de croissance physique, il n'y a pas une transformation réelle de la nature avec des principes physiques nouveaux. Il y a simplement, on presse le citron de principes anciens qu'on applique jusqu'au bout. Par exemple, ce raisonnement, prenons le nucléaire, qui est quelque chose d'intéressant. On a dit, il n'y a plus que 60 ans d'uranium, ce qui est vrai. Si on avait les centrales à fission, il y aurait peut-être un peu plus, mais on aurait peut-être 80 ans. Mais il faut passer à autre chose, dans lequel on fera mieux. C'est l'hélium-3, c'est le deutérium-tritium, c'est la fusion thermonucléaire. Puis on fera mieux, peut-être encore, c'est la matière-antimatière. Alors, dans ces sociétés-là, si vous passez à ce niveau-là de science, l'être humain devient nécessairement plus respectueux que son semblable, parce que la science, l'art et le développement économique correspondent. Dans la société de croissance zéro, il n'y a pas ce développement des capacités créatrices de l'être humain pour découvrir dans la nature, découvrir des principes nouveaux et assurer une maîtrise de l'univers qui permet une continuation de l'histoire humaine et un développement de la population. S'il y a une croissance zéro, vous avez nécessairement, quelle que soit votre sobriété, la nécessité de vous adapter à un environnement qui se restreint, qui est la peau de chagrin de Balzac, c'est-à-dire que ça se restreint. Donc vous ne pouvez pas assurer une justice pour tous et fatalement, certains en voudront plus que d'autres dans un monde qui se contracte. Si le monde se développe, nécessairement, vous aurez une contestation plus grande. Et cette contestation est juste à condition que ce ne soit pas une contestation du développement lui-même. Par exemple, il y a plus de contestations aujourd'hui en Chine que sous Mao. C'est clair. Il y a tout un développement dans Internet des Chinois pour contester des choses qui se passent là-bas. Et c'est très bien, ça oblige le gouvernement chinois à réfléchir sur certaines choses et ça oblige en même temps les gens à moins respecter les seigneurs locaux. Parce que si on connaît bien la Chine, c'est un pays organisé avec, dans plusieurs endroits, des seigneurs locaux qui font régner un arbitraire abominable. Et il y a un centre de l'Empire qui essaye plus ou moins d'arranger les choses. Donc, si vous le voyez de cette façon. Maintenant, si vous le voyez d'une façon différente, c'est qu'un développement économique assure du transport, il assure de la circulation, il assure des images où on voit comment vivent les autres, il assure que les gens ont des ambitions. Et à ce moment-là, les gens ne supportent plus l'injustice qui leur est faite s'ils ne participent pas à ce développement. Et je pense que ça, c'est une chose absolument fondamentale. Si vous voyez la croissance zéro, aujourd'hui, c'est quelque chose de très nouveau. Il y a des moments très faibles, très courts dans l'histoire où il y a eu une croissance zéro. Il y a toujours eu une certaine forme de croissance parce qu'on a développé les moulins à vent, on a développé, je sais pas, les moulins à eau, on a développé
la machine à vapeur, on a développé le charbon, on a développé un certain nombre de choses qui ont fait que l'homme intervenait davantage dans la nature. Et si vous voyez une croissance zéro, c'est un type de culture que vous devez pratiquer qui tendra à être toujours la même et qui finira par épuiser les sols, surtout s'il y a des changements climatiques. Là, vous avez des changements climatiques qui maintenant sont en train d'apparaître. Je ne crois pas, je suis convaincu qu'ils ne sont pas au moins principalement l'œuvre de l'homme, mais qui sont l'œuvre de changements climatiques dus à combien il y en a eu dans toute l'histoire. Hein. est très important, allez au musée des Aisies, par exemple. Il y a un grand mur dans lequel vous voyez tous les climats pendant 500 000 dernières années. Et vous voyez ce qu'a créé l'homme. Ils ont des vitrines à chaque fois. Vous voyez que le climat a varié de façon, mais aujourd'hui on dit 2 degrés, là ça a été 12, 15 degrés dans la Terre tel qu'on a pu le mesurer. Donc les gens ont résisté, ils ont inventé des choses. Probablement il y a des changements climatiques très importants dans lesquels l'humanité devra rentrer et elle devra imaginer et inventer des choses qui leur permettra de dominer le climat. Avec une croissance zéro, vous ne pouvez pas dominer le climat parce que vous n'inventez pas et vous ne créez pas. Donc évidemment on dirait un scientiste. Non. Non, c'est l'être humain qui connaît, qui comprend l'univers et qui essaye de s'enquérir ce qui passe. C'est l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Moi, j'étais comme ça. Hein. Pourquoi tout le temps? Je le demande encore, d'ailleurs. Et chaque fois, je m'aperçois que je comprends moins de choses, mais qu'il y a un certain nombre de principes qui, pour moi, sont clairs par rapport à ceux qui doivent se battre pour un avenir et ceux qui ne se battent pas. Alors, évidemment, nous... La Chine ou les États-Unis, ça n'existe pas, quelque part. C'est un nœud de contradiction, de débat, de combat. Les États-Unis, on est anti-américains ou pro-américains. Moi, j'étais aux États-Unis. 80% des gens étaient pro-américains pour des raisons stupides, des Français qui étaient là-bas, et 20% anti-américains pour des raisons stupides. Ils ne réfléchissaient pas sur l'histoire américaine. Moi, je me suis précipité sur des livres sur l'histoire américaine. C'est comme ça que j'ai rencontré Larouche. Et on a commencé à lire sur l'histoire américaine, sur ce qui s'était passé aux États-Unis. Puis il y a un livre très intéressant on a 2 ou 3 livres d'ailleurs très intéressants, mais un en particulier, sur l'histoire vraie, réelle des États-Unis. On a découvert une chose qui a été le développement de la culture cherokee, qui a été très intéressant parce que c'était une véritable république indienne en formation, et ils sont tous fait massacrer par les marchands de New York qui ont financé le massacre. Donc le massacre indien, c'est pas simplement massacrer les Indiens pour prendre leur terre, on l'a fait, mais ça a été le massacre d'une culture qui était en train de se développer, qui aurait pu participer à un développement de la culture nationale. Alors vous avez les manipulations des gens aussi. Vous avez toute l'histoire de Thomas Sankara, ça a été quelqu'un, ou de Allende, que j'ai connu. C'était l'histoire de gens qui, quelque part, ont présumé de leur force. Avec beaucoup de courage, mais ils ont présumé de leur force, au lieu d'essayer de trouver davantage partout les alliés qui pouvaient travailler avec eux. Et quelque part, ils ont pris des risques qu'ils n'auraient pas dû prendre. Kennedy n'aurait jamais dû aller dans cette ville de bandits qu'est Dallas avec une voiture décapotable. Il était fou, c'était un macho. Macho, c'est pas bon pour la politique. Hein. Demandez à Sarkozy, il vous l'expliquera. On va prendre d'abord une question Internet. Non, après. Parce qu'il y en a plein. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elles sont un peu toutes sur le même ton. C'est qu'est-ce qu'on peut faire contre l'OTAN, qu'est-ce qu'on peut faire contre TAFTA, qu'est-ce qu'on peut faire contre l'UE, qu'est-ce qu'on peut faire contre. Voilà, mais je vais en citer qu'une qui me paraît intéressante parce qu'elle pose la question de la responsabilité de chacun d'entre nous, en fait, plutôt que de poser des questions. C'est une question de Lyon, qui nous vient de Lyon, de Madame Fonseca. Les élections et les référendums ne sont pas respectés. L'UE vient à nouveau de nommer à la commission des acteurs totalement à la solde des lobbies financiers. L'étau se resserre autour du peu de voix populaires qui existent encore. Comment faire pour entendre notre désaccord avec les politiques et leurs choix désastreux? Y a-t-il une loi dans la Constitution qui permette de renverser cette tendance, ou faut-il envisager une déferlante dans la rue ou une révolte? Pour l'instant, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de déferlante dans la rue. On rend les gens pessimistes, on rend les gens impuissants, et ça marche assez bien avec la sous-culture qui leur est inoculée. Donc, il faut bien voir cet aspect des choses. Une société où les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, dans l'échelle où est la nôtre, n'est pas une société où nécessairement, mécaniquement, il y a une révolte dans la rue. Hein. S'il n'y a pas les idées, s'il n'y a pas la connaissance,
cette révolte dans la rue, si elle a lieu, fatalement sera aveugle et se fera probablement écraser. Donc il faut donner des yeux, il faut donner de la pensée, il faut donner du futur à ceux qui se révoltent. Et il faut dire, et il faut leur montrer où ils peuvent éventuellement avoir des alliés et qu'on sollicite, mais qu'on ne sollicite pas en se mettant à genoux devant eux, qu'on sollicite les yeux dans les yeux et en étant exigeant. Notamment ce que je disais sur la diaspora africaine en France. Donc avoir cette politique et considérer que sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne ou sortir de l'euro, en soi, est une chose stupide, comme une chose en soi. C'est absolument nécessaire, mais c'est stupide comme une chose en soi. Il faut avoir un projet, une alternative, pour montrer aux Thatcher de gauche ou de droite qu'il y a des alternatives. Une alternative qui est ce que j'essayais de définir ce soir sur la réforme bancaire, sur les réformes économiques qui seraient nécessaires. Par rapport à quoi? Par rapport à une politique de création humaine qu'on pourrait mettre en place et où la création humaine deviendrait ce qui est directeur dans une société et encourager les gens à le faire, même s'ils se trompent. Parfois, on peut faire des choses et se tromper. Donc, mieux vaut les faire que pas les faire. Donc, il faut avoir cet encouragement aux enfants. En France, les gens du rapport PISA, au moins, constatent une bonne chose, enfin, une chose juste, c'est que les enfants sont absolument paralysés. Ou alors, ils sont dans le chahut. Ils ne sont pas dans une attitude, disons, comme on l'est en Finlande ou éventuellement même à Shanghai, dans une attitude où on cherche à voir ce qu'on peut espérer de l'enseignant et quel type de connaissances on pourra utiliser dans le futur pour sa famille, pour son pays, éventuellement pour le monde. Et la Chine a eu une politique de ce point de vue, encore une fois, qu'on sous-estime, qui a été intelligente, qui a été, depuis les années de Deng Xiaoping, d'envoyer des étudiants, en particulier aux universités américaines. Et il y en a eu par centaines de milliers qui sont revenus. Alors, c'est intéressant, même s'il y avait un contrôle politique un peu infantile qui leur était mis avec un spécialiste du parti qui les suivait à la trace, ça existe, hein, ils sont revenus avec des connaissances et avec une vision du monde. Et ça, c'est une chose précieuse et je pense que c'est la meilleure garantie d'une véritable démocratie républicaine. C'est pas de dire que telle ou telle situation est inadmissible, il faut le dire, mais il faut être capable de dire comment on va créer une situation possible qui sera différente. Ça, c'est tout ce que j'ai essayé de dire ce soir sur tout le projet qui est relié à cet aspect économique, qui est l'aspect de l'éducation, qui est l'aspect, ce que j'ai décrit dans mon programme pour les présidentielles. Alors, les gens qui l'ont lu disent c'est trop compliqué, la population ne peut pas comprendre. C'est ce que disent la plupart des gens. Moi, je leur dis, c'est pas vous êtes paresseux, vous avez la flemme de le lire. Ça, c'est plus la vérité, plus près de la vérité. Parce que la flemme, c'est votre droit d'être flemmard. Mais c'est aussi votre droit, au moment où l'abattoir ouvrira ses portes, d'y aller en fermant les yeux. C'est aussi votre droit. Mais moi, je ne vous suivrai pas. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Et vous n'avez pas idée de combien cette crise financière, monétaire, qui menace dans les pays occidentaux, peut être grave. C'est ça qu'on ne voit pas. C'est un véritable tsunami financier. Et ce n'est pas une image. C'est quelque chose d'écrasant, de potentiellement écrasant. Et il y a une mobilisation à faire devant cela, mais la mobilisation, c'est l'esprit humain créateur, ce qu'on communique aux enfants. C'est les enfants qui sont capables, non pas d'apprendre par cœur ce qu'est une racine carrée, mais qui sont capables de doubler la surface d'un carré et de faire un autre carré de surface double du premier, de doubler le volume du cube. C'est très intéressant ça, parce qu'on avait parlé longtemps de ces exercices qui rendent les enfants créateurs et intelligents. Et moi-même, je me disais, tiens, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, je savais qu'on avait discuté en Grèce. Et ma surprise, je relis par hasard l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Et qu'est-ce que je vois? Il faudrait commencer par enseigner aux enfants à doubler la surface du carré, à doubler le volume du cube. Très intéressant venant de Jean-Jacques Rousseau, qui a été assez calomnié par ailleurs. Le pauvre, ils l'ont rendu fou. Ils le poursuivaient partout, dans toute l'Europe. Et il a perdu la tête. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais, vous voyez, ce que je veux essayer de vous communiquer, c'est que rien ne peut arrêter quelqu'un de créateur
pas même des camps de concentration ou l'absence de respect des droits de l'homme. Cette personne s'insurgera toujours. Et dans une certaine mesure, à cause du développement de la Chine et produit en partie par des gens qui ont dirigé la Chine, c'est ce qui est en train de se produire en Chine contre le propre système dans lequel ils se trouvent. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Mais s'il n'y aurait pas eu ce développement, jamais il y aurait eu ça. Où ils seront fait massacrer comme sous Mao, ou comme sous la révolte des Boxers ou des choses de ce genre. Il faut bien connaître l'histoire de la Chine, l'histoire de Sun Yat-sen, de sa femme, qui est republiée maintenant. Quand on republie, moi j'ai vu ramené de Chine par Madame Larouche, les textes sur Sun Yat-sen et l'histoire de sa femme, dont j'ai oublié le nom. Quand vous voyez ça, vous voyez quelqu'un qui a rencontré Eleanor Roosevelt, quelqu'un qui s'est battu pour qu'une Chine soit différente, qui a été mis à l'éteignoir sous Mao, qui était ami de Chou Enlai. Donc vous voyez toute une histoire de la Chine où il y avait du mouvement. Ce n'est pas par hasard que ce mouvement est réapparu pour faire respecter un autre type de droit et qui est en cours dans l'histoire de la Chine. Moi, je suis convaincu, c'est en cours. Il y a beaucoup de propagande occidentale qui montre tel ou tel aspect pour dire que rien ne se passe là-bas et ça doit être, par principe, notre ennemi. Faites très attention à ça. Un autre aspect. Il y a des choses qui ne sont pas dites, moi je vois. Ce que je vous ai dit ce soir sur tous ces contrats qui se préparent, qui sont probablement pas dans les conditions idéales et probablement... si je faisais ma mijaurée, je dirais, ils ne sont pas parfaits, il y a tel ou tel défaut. Bon, mais ils sont là, ils sont en train de se produire. Et si ça se produit, ça donne une chance. Et c'est cette chance qui est quelque chose d'important. Alors vous voyez, par rapport à notre histoire, par rapport à ce que nous sommes, ce que raconte l'opposition de droite, d'extrême droite, le Parti socialiste, le Parti communiste, Mélenchon, qui dit il faut plus de justice, il fait certaines analyses que je partage. Mais arriver à ce qu'il faut faire pour l'avenir, et c'est ça que je veux dire, il dit le nucléaire, c'est pas assez rustique. Moi, j'aime les formes d'énergie rustique. J'aime en particulier la géothermie. Il n'y a qu'à faire un trou dans la terre, on voit ce qu'il y a. Bon, il y a un type qui a fait ça dans un village alsacien, il a démoli tout le village, parce qu'il y a eu un gonflement de la terre. Bon, c'est qu'un exemple. Hein. Mais aucune technique n'est rustique et sûre en elle-même. Et surtout, elle ne permet pas d'apporter assez de potentiel pour aller plus loin. Alors, on n'a pas compris dans ma campagne présidentielle en particulier cette question de l'espace, qui n'en était qu'une partie. Pourquoi c'est si important de penser aller dans l'espace? En 1960, n'importe qui, ou presque, vous l'aurez dit. Aujourd'hui, on vous dit « Ah non, il faut d'abord s'occuper des choses pour terre. » Bon. Faites pas de politique, occupez-vous d'abord que votre maison soit propre. Bon. Einstein ne suivait pas ce précepte, il était sale, sa maison était sale, il jouait très bien du violon, et il passait plutôt 1h30 par jour à jouer du violon plutôt qu'à nettoyer sa maison. Et il a été probablement, sinon le plus grand, avec 2 ou 3 autres savants du XXe siècle. Donc voilà, il faut s'occuper parfois de ce qui n'est pas directement autour de soi, mais il faut s'en occuper en voyant l'impulsion qu'on peut créer chez l'autre sans être dupe. Vous savez, il y a un autre aspect de ces choses-là. Si vous pensez à tous les pays, hein, que ce soit la France, la Chine ou quelque autre pays, c'est cette idée que vous êtes victime des possessions qu'on vous offre. Et ça, moi j'ai un neveu qui connaît très bien un ministre du gouvernement de droite précédent, qui a dit « je ne veux plus le voir » parce qu'il a été complètement transformé par les bons vins qu'il a pu voir, la bonne nourriture qu'il avait tous les jours, les serviteurs partout qui lui prenaient les billets d'avion, qui lui prenaient les billets de train, qui lui assuraient tout. Et au bout de 3 ans, il était complètement intoxiqué. Donc il y a cette intoxication du pouvoir, en effet. Et c'est pour ça que les gens qui disent « on est pour la croissance zéro », ça paraît attirant, parce qu'on vous dit « ouais, là au moins, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de quoi s'intoxiquer », par exemple. Bon, je suis pour une sobriété hein, par rapport à ça. Je pense qu'il y a toute une apparence. L'affaire Thévenoud, par exemple, en France, est particulièrement représentative. Qu'un malade comme ça était vice-président de la commission qui jugeait Cahuzac, c'est fou, parce que c'est un malade. Hein. C'est pas un homme malhonnête, c'est un malade. Donc, il ne paye pas son appartement, il ne payait pas ses impôts, et il avait une société de vin qui est en faillite frauduleuse. Donc, bon, moi, Thévenoud, il se trouve que je connais, parce que c'est quelqu'un qu'on m'avait dit de solliciter, parce que c'est un des plus proches de Montebourg. Vous savez, Montebourg lui avait mis la main sur le dos en disant « c'est le meilleur d'entre nous ». On a vu comment Montebourg a un jugement sûr. Il avait dit ça à la fête de la Rose. Hein. On voit la photo, il est passé partout sur Internet. Bon. Et on s'aperçoit comment un homme comme ça peut déraper. Et il dérape
parce qu'il est victime d'une carrière. Et ça, je veux bien le croire. Il y a en Chine, il y a en Russie, il y a partout. On est victime de cet reflet narcissique auquel on est soumis constamment quand on fait ce genre de choses. Et c'est une chose très dangereuse. Et c'est pour ça qu'il faut organiser institutionnellement, je dirais, à l'intérieur de soi-même. Il faut être capable, à l'intérieur de soi-même, de se contester constamment. Et à l'extérieur, il faut qu'il n'y ait pas une contestation pour le plaisir de contester, qui est très destructrice, mais des idées qui donnent l'idée de comment on peut faire plus, comment on pourrait faire davantage, quelle politique on pourrait suivre, comment accroître la façon dont on peut influencer les choses. Alors, de ce point de vue, pour conclure sur cette question-là, moi je vois ce qui se passe dans les pays occidentaux, étant donné le niveau auquel ils sont arrivés, j'appelle ça les pays transatlantiques ou l'atlantisme, une responsabilité qui n'est pas tenue. Et c'est moi ça qui me frappe. Pardon ? Oh, faites pas l'innocent. Il y avait quelqu'un... Surtout quand on est africain, on doit comprendre. Vous vouliez dire quelque chose, madame ? On veut tout vous piquer. Bonsoir, monsieur Chaminade. Bonsoir, madame. Oui, et plusieurs fois, je vais écouter votre intervention. Me plaît beaucoup et tout ce que vous faites pour faire comprendre ce système en lequel tous somos victimes de ce système financier. Comme vous le savez, Madame la Présidente argentine, que c'est mon origine, Madame Cristina Kirchner, a mené la justice américaine à la haie. Et pour votre connaissance en ce domaine, qu'est-ce que vous pensez que se peut passer à partir de cette décision très importante? Je pense que c'était mieux de l'amener à Benauzer. Parce que quand on prête, elle l'a fait aussi. Elle dit, le juge Grisa était jugé parti, c'est pas possible, et il faut que des contrats de prêt passés par des Argentins soient à Benauzer. Vous savez, elle essaye de gagner du temps actuellement, parce que dans ces contrats-là, si elle payait les 100% pour les 3% à peu près qui n'ont pas refusé de passer des contrats, il y a une clause qui s'appelle la clause d'égalité, pour le traduire comme ça, qui obligeait éventuellement à payer les autres aussi. Donc à payer 127 milliards, alors que là, l'Argentine doit payer environ une vingtaine de milliards. Donc le pays était en banqueroute. Donc elle essaye de gagner du temps parce que ça dure 10 ans, cette affaire-là. Et l'échéance, là, c'est le 31 décembre. Donc elle veut gagner du temps. Elle a raison, moi je procéderai comme elle. Mais ça devrait être à Benauzer. Mais ce qui est le plus intéressant, alors ça je voulais vous le dire quand même, c'est deux choses par rapport à la France et à l'Argentine et qui me redonnent encore un peu d'espoir à cause du pays où je suis né, c'est-à-dire l'Argentine, par rapport à la France. C'est que, d'une part, à la Chambre des députés argentine, ils ont décidé de relocaliser ces affaires de prêt à Benauzer et si ça ne marche pas, à Paris. Et les Français avaient fait un amicus curiae favorable au gouvernement argentin, pas par générosité humaine, mais parce qu'ils espéraient régler comme ça la question et ramasser un peu d'argent que les Argentins pouvaient payer et pas prétendre à ramasser tout comme les fonds vautours. C'est une chose. Maintenant, il y a autre chose, c'est que les Argentins ont, pour la première fois, je crois qu'ils ont été le 11e pays du monde, à construire un satellite qui va l'envoyer dans l'espace pour contrôler la météo essentiellement et les communications. Donc, ce qui est très bon pour l'agriculture. Et c'est les Français qui l'enverront avec une fusée, je ne sais pas si c'est une fusée russe ou française, probablement les françaises, de la base de Kourou en Guyane. Donc il y a la France a certaines avancées avec certains pays au niveau des savants et des échanges d'autres savants, y compris d'ailleurs avec la Russie, avec la Chine et bien entendu les États-Unis. Donc c'est pas qu'il faut pas travailler avec des Américains, ça serait stupide. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut favoriser partout les gens qui ont un certain sens de comment on peut construire l'avenir et pas ceux qui simplement disent ceci est bien, ceci est mal, je te mets 11, 12, 15, 0 ou 3,5. Et moi, si j'avais à juger certains aspects de Cristina Kirchner,
ou du péronisme que j'ai connu, je dirais, bon, ce n'est pas exactement, certainement, ce que j'aurais fait. Mais je juge au résultat, je juge à ce qui lui est fait, je juge à ce qui est fait à l'Argentine, et de ce point de vue-là, oui, je la soutiens entièrement. Voilà, c'est de ce point de vue-là qu'il faut voir les choses. Alors, vous ne savez pas combien j'ai pu être attaqué. Il y a un homme qu'on m'a dit, voilà, il faut le rencontrer. Il venait de Buenos Aires. C'était il y a, pas combien d'années, j'ai oublié même, il y a une vingtaine d'années. Il s'appelait Oliveira. Il m'a fait très mauvaise impression. Ce qu'il voulait, c'est faire un procès devant la Cour de justice européenne sur le général Belgrano, qui avait été coulé par les Anglais dans des circonstances ignominieuses. Cet homme m'a fait très mauvaise impression. Je l'ai signalé à des amis. Depuis, il y a eu une calomnie venue d'Amérique du Sud, d'Argentine et de France, disant Cheminade est l'homme qui représente les fascistes argentins. C'est vraiment la chose la plus ridicule qui soit. J'ai jamais été en Argentine, sauf 2 jours en 1972, depuis 1959. Donc vous voyez que les attaques et l'irrespect des droits de l'homme, ce n'est pas seulement dans les pays qui sont accusés de le faire. Ils sont aussi en France, et vous pouvez demander à certains Roms qui vous expliqueront. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Donc, il ne faut pas chercher la paille dans l'œil du voisin avant de pouvoir chercher la poutre dans la sienne. Que disent les chrétiens, hein. Ils ont raison sur ça. Ok, on va prendre une dernière question, puis après, ce sera le mot de la fin. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est dans un futur proche, et si un jour, si vous vous représentez déjà, et si vous êtes élu, par exemple, prenons ça comme exemple, vu qu'on parle de futur, comment dans l'immédiateté vous comptez résoudre, malgré que vous rentrez dans les BRICS, que vous quittez l'UE, tout ce programme, comment résoudre toutes les inégalités, tout ce qui se passe en France de plus malsain, quoi, que ça serait dans l'immobilier, que ça serait dans voilà, quoi. Si vous tenez le cœur, c'est-à-dire si vous faites, c'est ça que les gens ne comprennent pas, ils voient la réforme bancaire comme une mesure technique. Si vous tenez le cœur, vous avez mis en faillite le cœur du système. Ça ne suffit pas. Il faut, une fois que vous l'avez fait, il faut un système de crédit qui alimente ce qui est juste d'alimenter, c'est-à-dire la science, l'éducation, le développement des capacités créatrices de la population, les infrastructures. Bon. Mais il faut d'abord assainir, nettoyer les écuries d'Augias. Et ça, c'est le Glass-Steagall de Roosevelt. On accuse Roosevelt d'avoir pas redéveloppé les États-Unis, ce qui est absolument invraisemblable. Ah oui, c'est le grand thème en France de certains économistes, hein, en disant il n'a pas résolu la crise, il l'a fait que grâce à la guerre. Alors, Dieu sait que Roosevelt n'était pas la cause de la guerre. Je pense que beaucoup d'autres qu'on connaît ont été la cause. Mais on l'a accusé d'avoir fait ça et d'avoir redéveloppé les États-Unis grâce à la politique de guerre. Alors, ça a été, au contraire, très difficile en 1945 de revenir à une production aux États-Unis qui a été une production de biens pour une économie civile en passant de l'économie de guerre. Et il a fallu des gens qui, dans l'économie, ont eu certaines qualités, qui ont travaillé en Europe, et c'est la partie bonne du plan Marshall. La partie mauvaise, c'était l'influence idéologique et un plan Marshall qui était fait pour combattre le système soviétique et qui était l'un contre l'autre dans un choc et pas dans une éventuelle entente, détente et coopération. Donc c'est frappant de voir par rapport à ce moment de l'histoire qui a été celui de Roosevelt et par rapport à Kennedy, pourquoi Kennedy a été assassiné? Pour 2 raisons. La première, il ne voulait pas une guerre en Asie du Sud-Est et il était en accord avec MacArthur. Il n'y aurait pas eu de guerre du Vietnam sans lui. Et la guerre du Vietnam, ça a été une des choses les pires qui se soient produites dans le système occidental. Ça a empoisonné tout. Et la deuxième, ça a été, il voulait que le Trésor américain reprenne le contrôle de l'émission de monnaie par rapport à la Réserve fédérale. Donc, il voulait que le dollar redevienne une monnaie américaine, responsable devant le peuple américain. Alors que le dollar, depuis, et de plus en plus, c'est une monnaie qui est devenue une monnaie internationale
l'économie dollarisée dominée par les 24 grandes banques, et en particulier celles qui sont situées aux États-Unis et en Angleterre, mais pas seulement, et qu'un dirigeant américain ne veut plus contrôler s'il ne fait pas le Glass-Steagall et s'il ne coupe pas le cordon ombilical avec Wall Street. Et alors, Wall Street sans cordon ombilical, étouffe et meurt. Hein. C'est une bonne chose. C'est pour ça que j'ai fait ma campagne « Le monde sans la City ni Wall Street ». Les gens ont cru que c'était une métaphore ou une image. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire le libérer de ses chaînes, se libérer d'un nouvel esclavage. Et à partir de ce moment-là, vous verrez les choses. Tous les oligarques chinois ont leurs actions qui sont les collabos dans ce sens de système économique et que le gouvernement est obligé d'accepter parce qu'il travaille avec eux. Hein. Ils ont leurs investissements et leurs sociétés cotées à Wall Street. Les Russes aussi. Les Russes, les Anglais, un certain parti des financiers anglais, voulaient une politique plus modérée avec Poutine parce qu'ils ont peur de perdre les investissements financiers des oligarques russes. Donc, c'est pas qu'ils soient pacifistes, hein, mais c'est leur argent. Donc, il y a tout ce système-là qui est en place, entremêlé. Jean Zay le décrivait très bien pour la France de sa prison en 1942, que c'est tout un système qui est tellement entremêlé que si vous commencez à détisser, au cas par cas, vous ne pouvez pas. Vous devez pratiquer une politique d'un coup dans le tas, qui est le Glass-Steagall, la réforme bancaire. Alors, que ça ne puisse pas être fait dans un seul pays, oui. La France aurait dû se battre pour qu'elle soit faite dans des pays européens, mais elle ne s'est pas battue. Elle ne s'est pas battue à Bruxelles, elle ne s'est pas battue à Francfort, elle ne s'est pas battue à Madrid, elle ne s'est pas battue à Rome. Il n'y a pas eu cette politique-là. Et si vous avez cette politique-là, vous pouvez créer les conditions où vous n'avez plus cette espèce de machine à produire de la fausse monnaie, et avec tous ces collabos à l'échelle du monde. Et vous libérez un certain nombre de choses. Et vous libérez beaucoup plus qu'en vous battant sur telle ou telle injustice dans tel ou tel pays, parce que vous touchez le cœur. À ce moment-là, oui, vous devrez vous battre pour cette injustice dans tel ou tel pays. Mais la priorité, c'est de faire cette déconnexion entre ce monde de la finance et le monde à la fois des banques centrales, de la politique et des États. Nous vivons dans un système d'esclavage à la fois financier et mental. C'est-à-dire, les gens, en pensant qu'on ne peut pas remettre en ordre ce système, vont vers une destruction mutuelle assurée. Et c'est ça qui est très important à comprendre. On vous dit, mais comment faire comprendre tous les jours aux gens se mobiliser pour ça? Mais si, ils le comprennent, si ils voient bien là où ils ont toutes les conséquences qui se produisent pour eux. Aujourd'hui, c'est plus difficile d'accéder à la sécurité sociale que quand j'avais 20 ans. C'est scandaleux. 80% de remboursés quand j'avais 20 ans, 53% aujourd'hui. Il faut prendre une mutuelle, il faut payer une mutuelle. Pourquoi? Alors vous direz, c'est pas grand-chose par rapport aux pays où on torture. C'est vrai. Mais ça commence toujours comme ça. Et les pays où on part de haut ont moins d'excuses que les pays qui partent de bas. Et je conclurai en disant qu'on peut, aujourd'hui, le slogan d'Obama « Yes, we can » était très bien choisi, bien qu'il soit totalement menteur, mais on peut, à condition d'y risquer ce que disait Benjamin Franklin ou l'indépendance américaine, et ce que disait aussi Lénine à ses amis au moment de la Révolution d'octobre. Je ne veux pas la citer un exemple, mais c'est intéressant parce que c'est ces deux hommes qui ont chacun à leur façon changé le monde. Ils disaient qu'il faut être capable de risquer sa vie, son honneur. Moi, le mien a été bafoué tellement, ça j'ai déjà risqué, ça va. Ma vie une fois. Et il faut capable d'être risqué encore son patrimoine. Et ça, en France, c'est ce que les gens veulent le moins risquer. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a été la patrie des moines ou quelque chose comme ça, mais les gens tiennent à ça parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui est plus important encore que leur vie. Et c'est curieux parce que c'est la conception vénitienne du fondi. Et je veux finir sur ça parce que c'est très important de voir à ce quoi on tient et on ne tient pas. Dans une époque de l'histoire comme celle d'aujourd'hui, il faut faire ce qui est clairement en soi-même, sur quoi on tient ou on ne tient pas. Le fondi vénitien, c'est quelque chose qui avait un droit sur vous, sur votre famille, sur ce que vous étiez, qui était votre fonds de famille. Et ça dépassait tout. C'est exactement la même chose que dans Games of Thrones, où c'est exactement la même idéologie qui est communiquée. Exactement la même. Eh bien, c'est bien fait, Games of Thrones. Hein. Je m'en suis tapé 4... ça m'a fait souffrir, mais c'est bien fait. Et vous ne savez pas l'idée... Games of Thrones, tiens,
Il y a des amis qui ont participé à une réunion de jeunes de différents pays européens. Et il parlait à une fille du Kazakhstan. Il est ici dans la salle, oui, je crois qu'il pourra... Non, il n'est pas là. Discuter. Et elle a dit, qu'est-ce que tu vois dans son pays, au Kazakhstan? Et elle a dit Games of Thrones, au Kazakhstan. Parce que vous voyez comment une culture... Je suis sûr qu'en Chine, ils regardent aussi Games of Thrones. Hein. Donc, évidemment, ça doit les confirmer dans certaines choses. Mais c'est fou. Je sais pas, c'est quand même là, vous voyez la question de la culture. Games of Thrones, il y a des gens dans le sud qui sont dans le soleil, qui sont bien, c'est une île, une grande île, dans une espèce de culture médiévale. Et ils sont celtes, ils sont dans une grande île. Alors au sud de l'île, ils sont pervers, méchants, très intelligents, et avec des mœurs dépravées, mais riches, et, à la romaine. Après, il y a les féodaux qui sont au milieu, qui, eux, sont des familles de châteaux et qui se parlent le pouvoir féodal. Et puis, un grand mur de glace, et de l'autre côté, il y a les corbeaux, qui sont ceux qu'on repousse au-delà du mur, ceux qui sont de l'autre côté du limès. Et c'est curieux, parce qu'on voit ce mur de glace, c'est une sorte de métaphore du mur d'Adrien en Angleterre. C'est drôle, si on pense à aujourd'hui, qui séparait les Anglais des Écossais. Comme quoi, l'histoire a des profondeurs qui reviennent. Donc ça va être drôle, ça, ce qui va se passer. Donc il y a des tas de choses qui se passent dans le monde où on vit. Moi, j'ai un ami qui revient du Japon et qui m'a dit, j'ai été à l'intérieur du Japon, il y a une misère inimaginable au Japon, dont personne ne parle. Je ne savais même pas, moi. Donc, vous voyez, les petites et moyennes entreprises japonaises, on travaille dans des conditions terribles aussi. Hein. Donc, il y a un problème qui est un autre problème encore, qui est celui que j'appellerais en gros des valeurs asiatiques. Il n'y a pas de valeurs asiatiques, il n'y a que des valeurs de monde. Il y a des valeurs qui existent dans les différents pays du monde, et ce sont des valeurs qu'une culture universelle a peu à peu développées à l'échelle du monde. Bien. En Asie, il y a certaines tendances profondes. En Chine, il y a la tendance inégalitaire, tenue par l'empereur, tenue par sa cour, et tenue par les seigneurs un peu partout qui exercent leur pouvoir. Puis il y a l'autre courant, qui est le courant confucéen. Et là, qui ressort de Confucius, c'est très important. Parce que dans ce courant confucéen, évidemment, ils essayent de dire qu'il faut respecter les parents, il faut respecter le pouvoir, il faut rester les gens en place. Mais le courant confucéen est lié à une possibilité de s'opposer au régime injuste. Et ça, c'est une chose qu'en Chine suscite énormément de réflexions actuellement. Quand, dans quelles conditions, comment, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut changer, et qui met en valeur, pas une transcendance au sens où nous l'entendons ici, mais quelque chose qui est le mandat du ciel qu'on trahit ou qu'on ne trahit pas. Et si le pouvoir a trahi le mandat du ciel, on a une possibilité d'insurrection. Mao avait joué sur ça, d'ailleurs. Donc il y a ces deux cultures-là. Et c'est intéressant, si on le voit de cette façon, avec en plus l'influence occidentale, qui est très importante et très intéressante, que Sun Yat-sen avait essayé d'amener parce qu'il avait vécu à Hawaï. Donc c'est très important qu'on voit à Taïwan. Et aussi une chose qu'on sous-estime, c'est les liens entre la Chine et le Taïwan aujourd'hui, qui sont, vraiment, c'est devenu pratiquement un pays. Avec tous ces systèmes curieux à la chinoise, il y a Taïwan, il y a Hong Kong, il y a Shanghai, il y a le reste de la Chine, il y a l'intérieur. Enfin, c'est comme les États-Unis, il ne faut pas y voir quelque chose de fini, de fixe, qu'on peut dire on est pour, on est contre. Il faut y voir comme quelque chose dans lequel il y a des politiques auxquelles on peut s'identifier, et ces politiques sont portées par des êtres humains. Et comme aujourd'hui en France, je pense, moi je regarde en France de moins en moins l'étiquette que portent les gens, vu que tous ceux qui portent des étiquettes ont trahi ce qui était écrit dessus. Alors, c'est assez facile de se faire un sentiment. Parce qu'on a peu à peu mis ce règne de l'argent, de la monnaie et de la possession. Et après ça, on ne peut plus penser en termes de création, de futur, de transformation. Et ce qu'il y a, ce que j'ai essayé de souligner, c'est qu'il y a quelque chose que vous pouvez le mettre en cause, vous pouvez réfléchir vers quoi que ce soit, mais c'est certain,
il y a en puissance une transformation dans ces pays du BRICS. Très différent. Qu'est-ce qui est plus différent qu'un Argentin d'un Chinois? Qu'est-ce qui est plus différent qu'un Brésilien d'un Argentin? Pour ceux qui connaissent la région. Ah ben, oui, ils s'aiment pas. Ils s'aiment beaucoup. Bon. Qu'est-ce qui est plus différent qu'un Indien d'un Chinois? L'Inde et la Chine étaient prêtes à se faire la guerre, à se taper dessus. Et maintenant, il y a une certaine forme d'accord. Ça ne veut pas dire que les systèmes soient idéaux et qu'ils aient des relations fraternelles. Mais il y a un certain d'accord dans une vision d'un développement. Et il faut voir ce qui bouge. Il n'y en a pas tellement de choses à voir. C'est comme Larouche quand il dit que Clinton peut être un homme qui peut aider à coucher d'États-Unis meilleurs. Il ne dit pas que Clinton soit son idéal humain. Mais il dit, parmi tous ceux qu'on peut trouver dans le domaine politique américain, montrez-moi un autre. Alors vous direz, il y en a qui ont moins de pouvoir et avec lesquels on a des relations. Elizabeth Warren qui défend le Glass-Steagall. Ou les gens qui sont tenus. La France. Je vais finir avec ça. On est le 11 septembre. Hein. Je passe à l'émission, la grande émission de la présidentielle. Là. Comment ça s'appelait? 20 minutes pour en fumer? Avec les 3 personnes, il y avait Namias, il y avait l'anglais, qui est le mieux de la bande, parce que lui au moins est compétent. Donc vous pouvez discuter avec lui, j'avais discuté 8 minutes avec lui, c'était bien. Puis après apparaît Nathalie de Saint-Bric. Elle, la première chose, elle me met le 11 septembre dans les gencives, elle dit, vous contestez le 11 septembre, je ne conteste rien du tout. Je demande à ce que les 28 pages qui sont secrets, qu'Obama avait promis de publier, qu'il n'a pas publié. Elle dit, ah oui, mais on sait tout sur ça, vous racontez n'importe quoi, on sait tout, les journalistes ont vu et tout ça. Elle parlait absolument de ce qu'elle ne savait pas, et aujourd'hui aux États-Unis, il y a un groupe qui s'est réuni sur le 11 septembre, avec des victimes du 11 septembre, qui dit, Obama, tu nous as menti, tu nous as dit que tu publiais ce rapport, tu ne l'as pas fait, tu es comme Bush. Et mon fils est mort là, a dit un des pères de victimes, et je te dis devant tout le monde que tu n'es pas digne d'être président, parce que tu as menti à des victimes d'un attentat très grave contre notre pays. Donc ce que j'avais dit, vous voyez comment cette femme pouvait, sans savoir, sans parler, ou en sachant, je ne sais pas pourquoi, mais affirmer des choses qui étaient absolument fausses. Et ça, c'est ce qui arrive dans le milieu que vous voyez dominant en France, où il y a... Vous savez pourquoi les journaux disent généralement la même chose? À une époque, c'est parce que tous copiaient l'AFP, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Parce que tous les journalistes sont à peu près sur le même moule. Et ça, c'est quand même inquiétant. Pour un pays qui est un pays qui devait représenter les droits de l'homme, la démocratie, mais qui a perdu le sens de ce qu'est la République. Parce que la République, c'est beaucoup plus que la démocratie. La République, c'est la volonté de faire en commun quelque chose qui permettra de définir l'avenir, et la forme la plus élevée, c'est la forme démocratique, où on peut discuter ensemble pour voir comment on définira et comment on fera cet avenir. Mais il y avait des républiques monarchiques qui étaient beaucoup moins démocratiques, mais qui avaient un but pour faire quelque chose. Et un des problèmes de la France, quelqu'un l'a dit, mais c'est vrai, c'est qu'on fait comme si l'histoire avait commencé à 1789. Et ne pas parler de la France sans parler de Charlemagne, sans parler de la Renaissance des cathédrales, sans parler de Charles V, sans parler de Louis XI, sans parler d'Édith Moulin, vous êtes mal. Parce que vous n'avez pas le sens de ce qu'est le domaine public. Et tout ce qui a fait l'histoire de notre pays, c'est cette notion de domaine public. Ça n'appartenait pas au roi, ça appartenait au peuple, et le roi le gérait au nom du peuple. Et s'il le gérait mal, dehors. Enfin, on avait le droit d'essayer de le mettre dehors. Donc cette question de domaine public a donné la République, a donné le service public, a donné tout ce que Bruxelles essaye de détruire, tiens, en disant que c'est dépassé, que c'est pas bon, que ça se fait pas. Alors c'est là que moi je ne suis pas contre l'Europe, parce que c'est l'Europe, même à un certain moment, quand Delors avait présenté ses 14 projets, j'ai dit voyons, qui en sort, hein, qu'il le fasse, après on verra. Elle n'a pas fait, parce qu'il a fait l'euro en même temps. L'euro, ça a été fait entre banquiers centraux, ça n'a pas été fait par des hommes politiques. Hein. Donc, on a mis en place tout un système qui, peu à peu, a dénaturé les espoirs que les gens pouvaient avoir dans l'Europe. Je vous conseille Les États désunis, qui est un livre de Coralie Delhomme, qui est très très bon. C'est probablement la meilleure chose qu'on a écrit pour l'Europe. Il y a mieux. C'est celui, comment il s'appelle, Le viol d'Europe, de
Robert Salé, je crois qu'il s'appelle. Il y a 2 très bons livres. Celui des viols d'Europe est intéressant parce qu'il montre que dès le départ, il y a des gens qui ont voulu introduire en Europe l'idée de libéralisme, libéralisme financier et de libre-échange économique, commercial, pardon. Donc, je vous dis tout ça parce que il faut essayer de creuser, d'avoir des références et de voir comment on peut amener des gens qui sont dans un système à penser dans des termes qui ne seront pas des termes d'obéissance ou de soumission, mais à penser en des termes de justice. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire ce soir, mais si vous croyez à ce que j'ai dit, vous pouvez libre à vous de ne pas y croire, mais si vous y croyez, vous devez faire plus, vraiment, pas pour nous, mais vous faire plus pour le monde dans lequel nous nous trouvons. Et de devoir considérer que l'espoir aujourd'hui n'est pas en Europe, ça fait mal. Et je voudrais qu'il y soit et qu'il y revienne. Voilà.